Bienvenue dans Musiciens d'église, le podcast qui chaque semaine donne la parole aux musiciens de nos églises, entre foi, service, technique et spiritualité. Salut, moi c'est Sibécaï et ça fait plus de 25 ans que je joue au piano pour l'église. Au quotidien, je joue, j'écoute, je prie, je médite la parole, j'observe aussi. Je discute et je me pose des questions sur mon rôle dans l'église. Ce podcast, c'est ma manière à moi de donner la parole à tous ceux qui, comme moi, servent l'église au travers de leur musique. Alors que tu sois choriste, directeur de louange, musicien, chef de chœur ou simplement curieux, sois la bienvenue. Installe-toi confortablement, on va discuter ensemble et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et partage sur Instagram ce qui t'a parlé aujourd'hui en taguant @musicien d'église. Le tout au singulier. Ah oui, surtout, n'hésite pas de laisser un commentaire et donne-moi la note maximale. Ça me donnera la force pour continuer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Musiciens d'église. Aujourd'hui, j'ai un invité que peut-être que vous avez pu croiser dans vos scrolls Instagram, que vous avez peut-être vu sur des grosses scènes, peut-être que vous avez croisé à l'église. Je suis vraiment content de l'avoir. Ça fait des années qu'on se connaît et c'est une occasion pour nous d'un peu se retrouver, de discuter. Yohan, D-Woody, frérot. It's your boy. Comment tu vas, frérot? Ça va, bro. Franchement, je suis tellement heureux, mec. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. De ouf. Ça fait du bien. Eux, ils ont une partie, mais ça fait quoi? Ça fait peut-être 1h30, 2 heures qu'on est en train de discuter, Mec, gars. On était tellement lancés, là. Ok, ben c'est cool. Ben, parle-nous un peu de toi. Raconte-nous ton histoire. Yes. D'où tu viens, comment t'as commencé, tout ça. Yes. Bah, franchement, moi, je suis un simple serviteur comme tout le monde. C'est un gars normal, un gars cool, un gars simple. Moi, c'est Yohan Glan. Surnommé D-Woody pour les intimes. Donc, j'ai un parcours plus ou moins classique. J'ai commencé à l'église. Donc, mes parents déjà sont chrétiens. J'ai baigné dans une famille de musiciens. Voilà, mon beau-père joue au clavier, ma mère chante. Donc, vraiment, j'ai baigné dedans depuis vraiment mon plus jeune âge. J'avais à peu près quel âge quand j'ai commencé à vraiment rentrer dans le système. Ouais, c'était peut-être 4-5 ans. 4-5 ans. Donc, au départ, c'était l'école du dimanche. Tu vas à l'église, tu sais, tu suis les moments de prière. Voilà, l'école du dimanche, on t'apprend, voilà, les premiers versets, Ouais. voilà, facile, on va dire, pour les gosses et tout. Et un moment après, bah, voilà, tu veux vite rejoindre papa et maman. Ouais. Maman, elle est en train de chanter, t'as envie de la rejoindre, t'as envie de savoir un peu ce qui se mijote de l'autre côté. Ouais. Tu vois, et puis moi, j'avais vraiment, je sais pas pourquoi, mais j'avais une petite attirance pour les instruments. Donc, moi, pour le coup, c'était le clavier, donc le piano et la batterie. Ok. Donc, au départ, ça a été le piano. Moi, j'ai vraiment commencé par le piano de base. Ok. Et mon père m'en achetait un et je l'ai pas trop calculé. Ok. Donc, ce qui s'est passé, c'est que bon, quand on est un peu jeune, on aime un peu tout ce qui bouge, tout ce qui fait du bruit, tout ce qui fout un peu le zbeul. Ouais. Donc, un jour, ce qui s'est passé, voilà, c'était vraiment le dimanche après le culte. Je suis sorti de l'école du dimanche. Tout de suite, je me suis tout de suite dirigé vers la batterie. Ouais. Et j'étais comme ça. Et maintenant, les gens, ils me comprenaient pas. Ils disaient, mais c'est qui ce petit qui est toujours derrière la batterie? Ouais. Qui court comme ça? Qu'est-ce qu'il veut, ce petit, tu vois? Et à chaque fois qu'on prenait, ouais, mais non, voilà, bah, non, je voulais pas. Ouais. J'avais une petite attirance envers cet instrument. Donc, ça s'est fait vraiment naturellement. Ok. Donc, vraiment avec le feeling. Et puis voilà, j'ai eu la chance après d'accompagner ma mère aux répétitions de culte et tout. Et voilà, par la suite, après, vraiment, j'ai vraiment accroché à l'instrument. J'en pratiquais pas autant, mais voilà, un peu comme tout débutant qui commence un peu T'as commencé à quel âge à peu près? Franchement, on va dire, j'ai pris mes premières baguettes et j'ai commencé vraiment à faire mes premiers rythmes, on va dire classiques, aller vers l'âge de 4-5 ans. Ok. 4-5 ans, je faisais mes premiers boom tchak. Ouais. J'avais un tuteur, on va dire un tuteur d'église, celui qui jouait à l'église, qui s'appelle Jérémy. Donc, c'était un batteur de la Côte d'Ivoire. Donc, il était venu à l'occasion d'un festival organisé
organisé par le pasteur Dion, donc un grand pasteur en Côte d'Ivoire. Et du coup, il était de passage sur Paris, donc il a ramené ses enfants, parce que le batteur, c'est son fils, du coup. Et dès qu'il a ramené, il a vu tout de suite que j'avais quelque chose, tu vois, j'avais un truc avec, donc il a pas hésité il a été très sympa d'ailleurs, il a pas hésité à montrer deux, trois trucs, deux, trois petits patterns, petits grooves sympas, faciles que je pouvais vite apprendre. Et voilà, par la suite, voilà, ça s'est fait comme ça, j'ai accroché, j'ai pu développer un lien personnel avec lui, et voilà, je le trouvais vraiment sympa, cool d'approche, et puis voilà, après, au fur et à mesure du temps, voilà, j'ai persévéré et tout. Bon, après, voilà, tu commences à grandir, tu prends un peu de l'âge. Et donc après, bon, j'ai changé après d'église. Ma maman a changé d'église peut-être 2 fois. Je la suivais. Du coup, c'était pas le même niveau. Donc du coup, tu rencontres d'autres personnes avec un autre niveau. Donc t'es en mode, ah ouais, il joue pas comme le tonton. Donc déjà dans ta tête, t'es en mode, ah mais c'est tonton, c'était mon tonton le meilleur, c'était lui le meilleur. Donc derrière, t'arrives un peu avec ce truc de ouais, bon, tu connais un peu, etc., tu vois. Et par la suite, ce qui s'est passé, bon, j'avais quoi? J'avais peut-être quoi? Allez, 8-9 ans. 8-9 ans, je partais à l'école. J'ai mon beau-père qui m'a acheté ma première paire de baguettes. Première paire de baguettes, c'est là que j'ai découvert la baguetterie. Le salon, le QG des drummers. Mec, c'était incroyable. Et en fait, je crois que ça a un peu, je vais pas dire que ça a tout changé, mais c'est là où vraiment ma passion, vraiment, elle a vraiment, elle s'est vraiment, on va dire, ouverte. Tu vois, vraiment. J'ai vraiment pu rentrer dans ma passion dès ce jour-là, parce que je suis sorti en fait de ce magasin avec un DVD. Tu sais, c'était l'époque où quand tu rentres dans un magasin, t'as un espèce de magazine de bienvenue avec un petit DVD à l'intérieur. Et moi, ce DVD, mec, il a même pas duré 2 semaines. Mec, je l'ai tellement saigné, gars, matin, midi, soir. Ça s'est rayé, cac. Parce que je le saignais et tout, tu vois, je le connaissais par cœur. Et mes premiers batteurs préférés, en tout cas aujourd'hui, ils étaient dans ce DVD là, et je savais pas en fait, parce que moi je suis d'une communauté ivoirienne, donc nous, notre musique, c'est un peu l'afro, bien tu sûr. vois, l'afro, etc., le coupé décalé, etc., vraiment tout ce qui est sonorité afro et tout. Et moi je connaissais pas trop tout ce qui est funk, jazz, pop rock, fusion et tout. C'est d'autres mondes. Donc j'arrive dans une autre terre en fait. Je me dis mais c'est quoi ces gars, c'est quoi ces mutants, je vois. Tu sais, moi dans mon ancienne église, enfin mes anciennes églises, c'était juste un set de batterie normale, tu vois, genre Charlet, caisse claire, 2 tomes, donc un tome aigu, médium et basse, tu vois, avec 2 cymbales. Je regarde le DVD, je vois des mecs, ils ont je sais pas combien de tomes. Je me dis mais les gars, des cymbales de partout. C'est une maison, c'est comment, tu vois. Donc ouais, c'était impressionnant, et c'est ça qui me marquait un peu le plus, c'est de voir des gars big, des gars qui tapent partout avec je sais pas combien de tomes derrière eux, et je me suis dit purée, c'est incroyable. Et je savais même pas qu'il y avait ça en France, que ça existait, de voir en tout cas des musiciens comme ça, avec autant de fûts, de tomes autour d'eux. Je me suis dit purée, est-ce qu'en France déjà ça existe d'avoir des gars comme ça ici, tu vois. Et voilà, après par la suite, voilà, je continue mon cursus scolaire, voilà, normal, je rentre au collège. Et là, maintenant, tout a changé, parce que mon beau-père, je sais toujours pas comment d'ailleurs il a fait. En fait, il avait un DVD que je crois l'un de ses meilleurs potes musiciens lui a peut-être prêté, tu vois. Et c'était le DVD d'Israël Houghton. Moi, je le connaissais pas. Et là, tu découvres le gospel. Voilà, mais attends, parce que ça, c'est une anecdote tellement marrante. Et en fait, la pochette du DVD, elle était vraiment spé, tu vois, elle était vraiment particulière. J'avais l'impression que c'était un mec qui faisait du reggae. Tu sais, je vais te montrer l'affiche, je vais péter un câble, je vais te dire, mais waouh, j'avoue, tu peux te faire tous les films du monde, tu vois. L'affiche, elle était jaune, il y avait il y avait la carte de l'Afrique, je crois, dessus. C'est son concert en Afrique du Sud, là. Exactement. Ok, je vois. Exactement. Je vois. Et sa tête, elle était dans la carte de l'Afrique. Tu vois, mais un peu floutée et bizarre, tu vois. Je me suis dit, mais c'est quoi ce live, DVD? Je me suis dit, c'est un DVD du Bled ou quoi?
Et je dis, ah, vas-y, moi, je vais pas regarder ce genre de trucs-là. Ça va me décourager. Et mec, regarde bien, il l'a déposé sur la table. Genre, elle était sur la table à manger de chez moi, tu vois. Et à chaque fois que je sortais pour aller en cours, je prenais mon petit déj, je voyais ce DVD posé. Je rentre des cours, je vois ce DVD posé. Et ça m'a fait ça pendant peut-être 3 jours. À un moment donné, je rentre des cours vers 15h, je finis tôt et je vois ce DVD. Je me dis, ce DVD, il veut toujours pas quitter la table. Je dis, vas-y, tu sais quoi, je vais le mettre. Tu sais, tu connais, enfant curieux. Ouais, bah oui. Et je mets le DVD, gars. Mec, le jour et la nuit avec ce que je pensais. Ouais. Je me dis, c'est pas possible. Tu connais un peu comment ça se passe? Au départ, genre l'intro, c'était toute une section percussionniste. Ouais, exact, ouais. Tu vois, du bled et tout, etc. Donc au début, je suis en mode, ok. Et mec, avec les chants zoulous et tout ça. Exactement. Oh, oui, je vois très bien ce que... Et dès qu'on rentre dans l'intro, mec, changement d'atmosphère. Changement d'atmos. Tu vois le batteur, tu vois l'intro. Padam, pam, 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 padam. Ouais, exact. Je me dis, wow! Et gars, je suis comme ça. Et mon beau daron, gars, il rentre du taf. Il me voit clouer devant le DVD, il explose de rire. Ouais. Il me dit, mais finalement, tu regardes. Mais le DVD, il est incroyable. Donc, je l'ai regardé. C'est là que j'ai commencé à accrocher à la culture gospel. Je me suis dit, purée, c'est incroyable. C'est incroyable de voir que, en fait, cette culture, elle a autant de diversité parce que là, on parle d'un live, un live en Afrique du Sud, avec des comment dirais-je, des sonorités un peu, d'Afrique du Sud, tu vois, avec des percus et tout, voilà, très, très afro. Et là, tout de suite, bam, tu vois tout de suite le changement de fréquence, l'intro. Même l'orchestration, tout ça, t'as des instruments qui rentrent, gars, tu te dis, waouh, les gars, ils ont plusieurs claviers, plusieurs guitares, plusieurs machins. Et mec, de les voir, en fait, autant sur scène, je me suis dit, c'est incroyable, la puissance vocale, parce qu'il y avait aussi des choristes qui étaient incroyables. C'était New Breed. Exactement, exactement, de fou. Et en plus, là où j'ai kiffé, parce que j'avais jamais vu ça auparavant, c'est Israël, il sort de sa loge, gars, comme le Messie, comme si c'était Jésus. Il a soigné son entrée. Il a écrit South Africa. Il sort de la loge, il est en train de courir pour aller sur scène. Je me suis dit, waouh, entrée incroyable et tout. Les mecs, ça jouait. Le batteur, c'était l'un des, en tout cas dans mon top 3, c'est l'un des batteurs qui m'a influencé de ouf au jour d'aujourd'hui, qui s'appelle Mike Lemons, donc Big Mike, en tout cas appelé comme ça. Et bon, je sais pas si un jour il entendra ce podcast, on sait jamais. S'il parle français. Voilà, c'est ça. S'il prend des cours de français. Il veut bosser son français, il va nous écouter. De fou. Et non, mais ce gars, il m'a influencé de fou. Et pour son approche, son jeu et sa technique aussi, tu vois. Parce que c'est vraiment ça qui m'a parlé tout de suite. Tu sais, que t'es enfant, tu captes pas trop vraiment, tu sais, t'as pas les codes du groove tout de suite. Ouais, bien sûr. Tu vois, t'es encore très très jeune, tu joues normal. Tu décortiques pas chaque roulement, chaque truc. Exactement, tu vois. Tu sais pas ce que c'est aujourd'hui, jouer avec une maturité, servir la musique, tu vois. T'es en mode, voilà, tu vois une grosse batterie avec un batteur, tu vois, qui a un tu sais, il est entouré de plein de systèmes électroniques. Il a un casque, il a un SPD, il a un système de monitoring à côté de lui. Tu dis, mais il est quoi? Il est malade, il est branché, il est assisté, c'est comment, tu vois. Moi, j'ai jamais connu ça, tu vois. Et de voir que ce gars, il joue, je me dis, mais purée, qu'est-ce qu'il entend dans ses oreilles? Le gars, il joue, il a une technique incroyable. Et je me dis, purée, et moi, j'étais tout de suite curieux. À la fin du DVD, je suis parti me renseigner sur ce gars-là. Tu sais, je regardais les crédits. Et j'ai vu comment il s'appelait. Je suis parti faire mes recherches. À l'époque, on était sur je sais même pas si Facebook ça existait à l'époque, mais en tout cas il y avait c'était encore à l'époque des Skyblog, tout ça, Skyblog, etc. Donc moi j'ai tapé juste son nom sur Google. Donc il y avait pas Facebook encore à l'époque. Je crois qu'il y avait MySpace aussi. Ouais, MySpace. Tu vois, ça n'a pas duré longtemps. Exactement, ça n'a pas du tout duré. Mais c'était lourd parce que c'était un vrai espace pour les musiciens. Ouais. MySpace, c'était vraiment orienté les gens qui font de la musique, quoi. De fou. Ok. Donc voilà, je me suis renseigné un peu sur ce qu'il faisait. Il mettait quelques vidéos, je trouvais ça cool. Et vraiment, je voulais vraiment aller en immersion, savoir s'il y avait beaucoup plus, tu vois. Donc c'est là, après, j'ai commencé à m'intéresser à l'artiste Israël, parce que j'ai vu qu'il jouait vraiment limite que pour lui, tu vois.
Et, du coup, je regardais ses lives, plusieurs vidéos et tout. Il était derrière la batterie. Et j'ai vraiment accroché à ce gars-là. Je sais pas pourquoi, mais c'est l'un des gars qui m'a vraiment marqué par son jeu, tu vois, par son assise, son son, tu vois, et vraiment, non, ça a tout de suite, en tout cas, changé ma mentale, en tout cas, au niveau de la musique à ce moment, dès ce moment-là, tu vois. Donc, dès que je partais à l'église, je pensais différemment, tu sais, c'était plus le petit Johan qui venait, il prend les baguettes et tout de suite, il part sur un groove afro, tout de suite. C'est j'arrive, je me rappelle un peu du pattern que j'ai entendu sur le DVD, bah, j'essaie de le reproduire à la fin du culte ou bien quand je prends le RER pour aller à l'église, j'essaie voilà, d'écouter, de bosser le truc par cœur et tout, tu vois. Donc, ça a vraiment commencé comme ça. Et en fait, c'est ouf parce que par la suite, les gens captaient pas ce qui se passait. Ils me voyaient évoluer, mais ils savaient pas d'où ça venait. Tu vois ou pas? Ils se disaient, mais purée, ils disaient toujours à ma daronne et mon beau daron, purée, ah ouais, ton petit, il commence à jouer comme un pro, là. Tu vois, et moi, je rigolais, je suis en mode, ah, merci tonton et tout, etc. et tout. Et en fait, ils savaient pas que, voilà, je partais, en fait, de cette essence-là, tu vois. En fait, c'est ta manière d'aborder l'instrument et de réfléchir qui a changé. Exactement. Et ça a littéralement changé et j'ai vraiment été influencé par lui, tu vois. Et j'ai fait vraiment beaucoup plus de recherches. Donc, bien évidemment, quand tu vas sur YouTube, c'est ouf, attends, YouTube, parce que ça démarrait. C'était les débuts de YouTube, exactement, les débuts YouTube aussi. Il y avait des vidéos, on voyait pas trop bien l'image, mais on avait le son. Exactement, tu vois. Exactement. Il y avait ça, il y avait Periscope aussi, où il y avait tous les musiciens, ils mettaient aussi leurs vidéos, tu vois. Donc, c'est là où aussi, j'ai découvert aussi l'univers Gospel Chops. Tu vois, c'est là que j'ai découvert tout ce qui est, toutes les légendes, les Tony Royster, les Aaron Spears, etc., les Rex Hardy. Donc, je regarde un peu et en fait dès que tu tapes un blast sur YouTube, tu sais comment ça fonctionne. Tu tapes un blast, t'en propose d'autres après. Propose une masse de batteurs derrière, claque à regarder et je suis en mode wow. Je prends ma claque, je regarde une autre vidéo, je suis en mode wow. Et en fait, je me dis mais en fait ça s'arrête pas en fait, c'est une branche. Tu vois, et là je suis en mode mais attends, mais tous ces gars là ils parlent tous anglais, ils sont aux États-Unis, mais je me dis mais purée, est-ce que je vais comprendre tout ce qu'ils disent, est-ce que je vais pouvoir arriver au moins à leur niveau, ne serait-ce qu'un jour et tout, etc. Tu vois, donc t'es un peu dans une frustration, tu vois, un peu, parce que tu dis purée, mais tous ces big gars, ils sont là-bas, en fait, tu vois. Et ça, j'avais capté ce truc. Donc, je suis persévérant, tu vois, et là, tout de suite, je suis entré dans un truc de, voilà, je vais essayer de les bosser un max, tu vois. Je vais essayer de les bosser en max. À chaque fois, ma mère, à Noël, elle m'a acheté une batterie électronique avec mon beau-père. Et c'était ces gars-là que j'écoutais, tu vois. C'était ces gars-là que je relevais au max. Ça m'a aidé à perfectionner mon jeu, mon don, si je peux dire ça comme ça, tu vois. C'est que j'avais déjà une très, très bonne base. Mais à force, tu vois, la pratique, comme on dit, hein, c'est ça qui rend parfait au jour d'aujourd'hui. Du coup, tu commences à l'église et du coup, tu es totalement autodidacte. Juste, t'écoutes des trucs et tu reproduis. Exactement. Est-ce qu'à un moment, t'as pris des cours ou un truc comme ça? Absolument pas. Pas. T'es 100% autodidacte. 100%. Ok, cool. Vraiment. Je crois qu'il y a mon père qui m'en a parlé une fois. Il me disait, ouais, faudrait que tu prennes des cours et tout, etc. Et je sais pas, moi, j'ai pas vraiment accroché par ce système-là parce que, tu sais, en France, comme on te le vend, c'est particulier. Tu sais, c'est tout de suite le truc théorique, tout de suite lire, et moi, j'ai la flemme de ça, tu connais. Tu vois, donc je me suis dit, purée, mais est-ce que ça va réellement m'apporter? Est-ce que ça se trouve, je vais devenir nul en partant là-bas, tu vois. Donc je me suis dit, non, en vrai, je pense que c'est mieux de continuer comme ça, d'être à l'église, et puis voilà, je pense que voilà, je progresserai avec le temps ou pas, tu vois. Donc, est-ce que tu trouves tout ce qu'il te faut à l'église en mode, ouais, je suis épanoui, etc. Ou est-ce qu'au bout d'un moment, tu as l'impression que tu es limité en termes de matériel, en termes de moyens d'expression, en termes de variété de sons qu'on joue? À quel moment tu dis, l'église, c'est bien, mais j'ai envie de voir d'autres horizons, de tester d'autres choses? Franchement, je pense que c'est vraiment arrivé au moment où j'ai découvert ce DVD. Ok. Vraiment. En fait, ça a vraiment changé vraiment toute
toute ma vision des choses, tu vois. Ça a vraiment tout changé. J'étais en mode, même au niveau du son, au niveau du matos, tu vois, la marque des cymbales, tu vois, l'ancienne, si tu veux, tu sais, ils avaient mis en place tout ce qui est stack aujourd'hui. On appelle ça comme ça. Tu sais, c'est l'assemblage de 2 cymbales pour créer un son un peu sec, tu vois. Et c'est en les regardant que j'ai tout de suite vu ça et ça m'a tout de suite influencé à faire la même chose, tu vois. Donc c'est à partir de là que j'étais vraiment en mode purée, faudrait limite que je change et tout, etc. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est à partir de là que les personnes ont tout de suite remarqué qu'il y avait un truc qui commençait à changer, tu vois. Ils m'ont dit, mais ils disaient tout le temps à mes parents, mais ouais, Yohan, on dirait qu'il commence à progresser. Je sais pas ce qu'il écoute, je sais pas ce qu'il mange, ce qu'il a vu et tout, mais on sent que, voilà, ça commence à devenir plus pro, il a une touche un peu plus américaine et tout, et j'entendais vraiment ça à fond, tu vois. Yes. Et ce qui est ouf, c'est que je te parle de ça, je marchais même pas avec mon cousin, parce que j'ai un cousin aujourd'hui, bon, que je vais shout out après, tu vois. Mais qui m'a énormément influencé aussi. Bon, avec qui vous avez bossé, hein, tu sais très bien. Bien sûr. Mais dès que je l'ai vu, parce que je l'avais jamais vu jouer, tu te rends compte, c'est mon cousin. Nous, là, tu sais, souvent, la famille va être grande, tu vas pas forcément... Tu sais que tu as des cousins, mais tu vas pas forcément échanger avec eux, ou bien... On se suit de loin, quoi. Exactement. Ouais, c'est mon cousin, de toute façon, ça bouge pas, voilà, quoi. Exactement, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois, tu sais, on parlait de lui. Ah, mais le fils de Guy, ton cousin et tout, il joue comme un Américain et tout. Je me suis dit, c'est qui lui et tout, etc. Et je l'ai vu lors d'un événement organisé par ma church à Vitry, appelé Gospel Over. Et je sais plus pour qui il jouait. Je sais pas si... Non, je crois, mais c'était vous, les gars. Je m'en fous. C'était avec nous? Ouais, vous êtes venu une fois avec Sentinelle. Et mec, quand il a joué, j'ai dit, wow, c'est qui ce mutant? Et en fait, je l'ai approché, j'ai dit, mais salut et tout, mais apparemment, on est cousins, t'es mon cousin et tout. Et il me dit, ouais et tout, c'est toi le fils de tonton Eli et tout, etc. En parlant de mon daron et tout. Je dis, ouais, c'est moi et tout. Purée, tu joues, c'est incroyable comment tu joues. Et il avait déjà il avait déjà une avance de fou. Techniquement, il était plus fou que maintenant. Tu connais. Ouais, bien sûr. Il s'est canalisé maintenant. Ouais, c'est trop canalisé. Mais il était trop fou. Et dès que j'ai vu que c'était mon cousin, ça m'a donné tellement une force. Je me suis dit, waouh. Donc déjà, c'est un batteur de fou, mais en plus, c'est mon cousin. Donc ça me donne une force de fou. Je me dis, purée, c'est possible. C'est possible, ouais, exact. Ouais. Ça m'a donné encore envie de voir plus loin, d'y croire. Tu vois, de travailler encore plus, et je lui ai donné beaucoup de conseils. Donc, en tout cas, pour ceux qui veulent savoir de qui je parle, il s'agit de Manu Ange Guéhi. Donc, voilà, c'est un excellent batteur qui m'a vraiment beaucoup influencé au jour d'aujourd'hui. On se captait, il venait me voir à chaque fin de culte. Des fois, il venait, on jouait ensemble, on se partageait un peu le set. Tu vois, et c'est comme ça que, voilà, j'ai progressé encore. Et... Est-ce qu'aujourd'hui, tu travailles toujours ton instrument? Au jour d'aujourd'hui, oui. Moins qu'avant. Ça, c'est sûr, parce que ça, c'est encore, on va dire, une autre étape, tu vois. Mais aujourd'hui, bon, c'est beaucoup moins intense. Parce que voilà, bon, il y a les réalités de la vie. Maintenant, je suis papa. Avec les tournées, c'est un peu compliqué de trouver du temps. Parce que quand tu rentres, t'es claqué. Voilà, on le dit pas souvent, mais voilà, ce qu'on vend sur les réseaux, c'est pas la réalité. C'est peut-être, allez, si j'abuse, allez, 60% de ce qu'on montre, c'est on essaie de montrer, voilà, les choses qui peuvent édifier, les choses qui peuvent encourager, tu vois, certaines personnes qui se posent des questions sur, voilà, ce qu'on fait, le métier, etc. Mais derrière, quand je suis claqué, je vais pas le montrer forcément, quoi. Quand j'ai des moments de doute, je vais pas le montrer. Quand quand j'ai besoin de force, ou quand des fois, voilà, je suis pas bien, tu vois, je suis juste tranquille, je suis pas dans mon assiette, je vais pas forcément montrer, je vais juste prendre mon téléphone pour montrer que les trucs positifs, quoi. Donc là, pour revenir en tout cas sur le cas de la pratique, on va dire, cette époque, dès que j'ai commencé à rentrer dans le cercle un peu de, voilà, aujourd'hui de la tournée et tout, etc. On va dire, la tournée me prenait beaucoup de mon temps. Parce que quand je rentrais, j'étais vraiment rincé et tout. Et voilà. Mais voilà, je gardais toujours ce truc de
voilà, quand je peux, j'essaie quand même de me prendre un local au moins une fois, allez, soit par semaine. Des fois, c'était une fois chaque 2 semaines. Ouais. Mais derrière, moi, ma pratique à moi, c'était essentiellement regarder des vidéos, tu vois, regarder des interviews, bosser les rudiments à fond à la maison, tu vois, parce que ça, c'est important pour moi, c'est d'avoir un minimum d'endurance au niveau du poignet, c'est pour moi très, très important, tu vois. Nous, les batteurs, c'est un peu compliqué de pratiquer parce que pour pouvoir bien pratiquer, si t'es pas dans une baraque isolée, tu vas très, très, très vite être le sujet de prière pour les voisins. Pour les voisins qui sont à côté de toi, parce que vraiment, c'est beaucoup trop Puis fort. même jouer sur des pads, c'est pas le même rendu, c'est pas la même sensation. C'est exactement, c'est pas du tout la même sensation, c'est pas c'est même pas le même son. le même Pas le confort. son. Exactement. Tu peux pas attaquer comme t'attaques quand t'es dans un studio ou quand tu joues, tu vois. Donc, il y a quand même le petit fake dans niveau sensation, je crois. Tu vois, il y a quand même le truc qui te cache la vérité, tu vois. Donc c'est bien, il y a le rebond et tout, tu te surpasses comme tu peux, tu vois, t'essaies d'aller plus loin, mais à un moment donné, tu vois, c'est pas la réalité, tu vois. Donc t'es obligé de souvent, voilà, prendre des heures devant la drums, tu vois, tu te poses, tu pratiques un peu, tu relèves des morceaux, t'essaies d'interpréter certains morceaux, et c'est là que vraiment, tu vois, ok, face à la drum, est-ce que ça va, je tiens, est-ce que c'est bon, est-ce que ce que je pratique, ce que je regarde, les vidéos que j'ai travaillées, est-ce que ça va, je suis on time ou pas? Du coup, tu dis aujourd'hui, tu es dans le monde des tournées. Combien de temps ça t'a pris entre le moment où tu as dit je veux vivre de ça et aujourd'hui, le fait que tu puisses en vivre, c'est une grâce, il n'y a pas tout le monde qui arrive. Qu'est-ce que ça t'a coûté? Ça a été quoi la démarche? Est-ce qu'il y a des moments plus difficiles que d'autres? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit c'est mort, j'ai envie de lâcher parce Bien que sûr, bien sûr. vas-y, je prends un boulot comme tout le monde. Comment ça s'est passé pour toi? Franchement, pour être honnête, je m'y attendais pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois que c'était en 2014-2015. Je partais au taf. Et en fait, je sais pas si c'est pendant cette période-là ou que Boom, il était en tournée avec Maître Gims. Mais quand je partais, en tout cas, je partais au taf, je mettais mes écouteurs et tout. Et le gars, il était déjà en train de faire une tournée de Zénith, tu vois. Donc, tu sais, les arrangements, ils étaient déjà incroyables et tout, ça fait comme jamais et tout. Je me dis, ah, les bâtards et tout, ça sonne et tout. Et je me dis, purée, c'est ouf. Qui vivent ça. J'aurais aimé ne serait-ce que vivre ça, ne serait-ce qu'un jour dans ma vie, tu vois. Mais dans ma tête, c'était déjà mort. C'était en mode, non, vas-y, eux, déjà, ils sont déjà dans un truc. Laisse tomber. Laisse-moi déjà, moi, avec mon taf, tu vois, me battre déjà, recevoir mon oseille. Et puis, on va voir, tu vois. Donc maintenant, je suis investi de fou dans mon taf, tu vois. Je suis vraiment fixé. Je sais plus ou moins où est-ce que je vais aller. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que mon boss, il renouvelle pas ma période d'essai. Et du coup, je me retrouve sans taf après. Donc je me dis, purée, mais c'est incroyable. C'était un taf que je kiffais. Et là, j'avais pourtant tout donné. Frère, là, qu'est-ce que je vais faire là, tu vois? Donc je vais récupérer mon solde de tout compte et je me pose chez moi. Je me pose sur mon canapé, peut-être allez, toute la nuit, je m'endors. Le lendemain, pareil, tu sais, je réfléchis, tu sais, constamment, qu'est-ce que je vais faire et tout. Et mec, le 3e jour, regarde, mais c'est vraiment 3 jours après. Vraiment, je reçois un message de Mathieu Edouard qui m'appelle, qui me dit yo, gars, ça dit quoi et tout, etc. et tout, j'espère que ça va et tout. Écoute, mec, j'ai pensé à toi, je t'appelle pour que tu puisses me remplacer pour Vita. Donc, quand il me dit ça, je dis wow, Vita. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que avant déjà qu'il me propose ça, j'avais fait quand même pas mal de remplacements, toujours dans le gospel, tu vois. Donc c'était quelque chose que je maîtrisais, tu vois, genre quelque chose que je connaissais, un environnement que je connais, gospel pour sans voix et tout, etc. J'avais remplacé Billy Nazar à l'époque. Donc c'était vraiment mes premiers remplats, tu vois. Donc j'étais encore dans le cercle, mais il y avait rien de concret. J'avais toujours quelque chose à côté, etc. Tu vois. Et gars, dès que Mathieu m'a appelé pour ce gig-là, j'étais en mode wow, parce que là je suis dans une phase où je suis en mode faut que ça shift, tu vois. Et là, dès que ça arrive, je me remets en question, je me dis wow,
Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je me posais cette question comme par hasard au taf. Ouais. Et là, bam, tu me surprends avec ce genre de nouvelles et tout. Donc, je suis très, très content. Forcément, j'ai un peu de pression aussi parce que c'est Vita, bah, ça a été une artiste que j'écoutais en partant à l'école. Et là, tu me parles de jouer avec elle. Ouais. Mec, là, ça change tout, tu vois. Ouais. Là, mec, à partir de là, je me dis, OK, là, ça commence à devenir beaucoup plus sérieux. Donc, je vais la rencontrer, il va falloir que j'assure. Donc, moi, je connaissais un peu mon karaté, je savais que je savais jouer, donc ça, c'était pas ça le problème. C'est pas que j'arrive, je vais perdre mes moyens. Non, j'étais pas du tout là parce que voilà, j'avais déjà, j'étais passé par la church déjà, donc mon baptême à ce niveau-là, tu vois, il était déjà fait. Ouais. Et là, maintenant, c'était plus la préparation de problème. Ouais. Je me suis dit, OK, donc j'ai honoré l'appel de Mathieu. Je me suis dit, OK, vas-y, je suis chaud. Mais du coup, la prépa, c'est comment, tu vois? Ouais. La répète et tout, comment ça se passe? Et là, il me dit, ah non, mec, il n'y aura pas de répète. OK. Je suis en mode, wow. OK, pas de répète. Il me dit, bah, je vais t'envoyer un show. Et bah, ce show, va falloir que tu le bosses et tout. Voilà, tu l'écoutes et tout. Je vais t'envoyer une bonne sortie de retour que j'ai, tu vois, ça va être mon mix retour. Et voilà, faut juste le relever et tout. Et puis voilà, donc, bien évidemment, j'ai pas montré la panique, tu vois. Fallait être pro, j'ai pas montré la panique, mais j'étais en mode, OK, vas-y, pas de souci, je relève le défi. Pas de répète, pas de genre jauger avec les gars comment ça sonne, comment tu te places, tout ça, rien. Direct sur scène. Direct sur scène. Mais avant de le remplacer, ils avaient une date sur Paname. Et c'est le truc qui m'a sauvé. Donc il m'a dit, passe nous voir. Comme ça te permet de voir le show. Ça te permet de voir comment j'aborde le show. Et ça te permet aussi à ce que je te présente aussi à toute l'équipe, dont l'artiste. Donc il y a un premier contact qui se fait. Voilà, je te présente et voilà, tu vois un peu, voilà, l'univers un peu du show. Tu vois. Donc j'étais en mode, bah ouais, franchement, parfait. Et je me rappelle, je suis parti avec madame, tu vois, j'étais parti, bam, il m'a mis en invite et tout, j'ai regardé le show, j'étais en mode, OK, dans ma tête, je suis en mode, purée, je vais tuer ça de fou. Je regarde, OK, cool. Et c'est là tout de suite que, bah, tu sais, c'est marrant parce que ça te change tout de suite de ce que t'as à la church. Tout de suite, les codes sont différents. Bah oui. Les arrangements, les emplacements, c'est que, voilà, c'est très, très pocket. À certains moments, les transitions, tout s'enchaîne assez rapidement. On est vraiment dans un show, tu vois. Donc, je me dis, OK, d'accord, donc ça s'enchaîne comme ça et tout. Et j'étais en mode purée. Je sais même pas si pendant cette époque, on bossait avec les cues dans les IR. Parce que ça, c'est venu après. C'est venu très, très tard. À l'ancienne, tu sais, on se voyait, on faisait ça et tout. Des signes, tout le monde s'envoyait des signes de tous les sens. Des signes à toute patate. Les cues, c'est venu bien tard. Donc, je me suis dit, purée, c'est ouf. Attends, c'est par cœur et tout. Donc, quand il m'a envoyé les shows, j'avais tout de suite vu que, purée, eux aussi, ils bossent avec des cues. Donc, parfait. Tu vois, ça m'a aidé en plus dans ma relève et tout. Mec, je notais les cues. Ça te permet d'avoir une structure propre, de savoir qu'est-ce qui se passe sur quelle partie du chant et tout. Savoir où j'en suis aussi, les yeux fermés, tu vois, sans enlever. Donc, parfait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, bah, j'ai vraiment bossé le répertoire de façon vraiment acharnée. Je me suis isolé. Donc, du coup, Tu as toujours rêvé de jouer du piano et de comprendre la musique, mais tu ne sais pas par où commencer? Bonne nouvelle. La formation de novice à débutant en 30 jours est faite pour toi. En 30 jours, à raison de 15 minutes par jour, tu vas apprendre toutes les bases. Te repérer sur le clavier. Comprendre les accords, les gammes, les tonalités. Et même jouer 4 chansons d'adoration, étape par étape. Pas besoin d'avoir fait le conservatoire. Cette formation est pensée pour les personnes qui partent de zéro. Et tout ça pour un prix accessible à tous. Tu veux commencer dès aujourd'hui? Rends-toi vite sur Instagram @mesdoilador. Tous les détails t'y attendent. C'est l'occasion que tu attendais pour enfin apprendre à jouer au piano. Premier remplat, ça s'est fait au Blanc-Ménil. On fait la première balance, donc c'est là limite où on voit tout de suite si ça le fait ou pas, tu vois, parce que l'artiste, elle arrive. OK, on y va, on balance le premier morceau, le deuxième morceau, on voit tout de suite nos repères, si ça match, tu vois. Dans ma tête, je suis en mode, le plus important, c'est que je sonne comme le gars que je vais remplacer. Exactement. Et je rajoute un peu du mien, tu vois. Donc, j'essaie de vraiment garder ça en apportant un peu ma touche un peu gospel dans le son, tu vois.
Et l'artiste a tout de suite kiffé dès les 2 premiers titres et tout, comment s'enchaîner et tout. Elle était en mode, oh, franchement, super. Ah, franchement, ça défonce et tout. Ah, j'aime bien. Vous en pensez quoi, les filles? C'est pas mal et tout. Il y avait 2 choristes. De Corée, je crois que c'était Anaël et Brice Pian, tu vois. Ah, vous en pensez quoi et tout? Franchement, c'est pas mal, j'aime bien et tout. Et du coup, ça m'a donné confiance, tu vois, du fait qu'elle kiffe, tu vois. Ouais, bah oui. Ça m'a donné confiance et du coup, on a fait le show s'est bien passé. Par la suite, Mathieu m'a donné encore d'autres responsabilités. Ouais. Donc, il y a eu d'autres échéances avec Vita. On se partageait avec David Eden parce que des fois, soit j'étais pas dispo, ou il appelait David, ou soit David n'était pas dispo. Tu vois, vice versa, tu vois, on essayait, voilà, de se mettre d'accord sur les dates qu'on prenait. Et mec, c'est comme ça que vraiment, j'ai fait, on va dire, entre guillemets, mon baptême vraiment dans ce milieu-là, tu vois. Et que j'ai commencé à vraiment vivre pleinement de ça. Je me suis dit, OK, là, je me mets à fond. Ouais. Et on voit tout de suite ce que ça donne, tu vois. Lourd. Donc, c'est comme ça. Ma première grosse expérience. Et après, du coup, t'as accompagné quoi comme artiste? T'as commencé par Vita? Si je dois partir du début. Donc, il y avait Gospel pour sans voix, donc shout out à Billy, en tout cas si t'entends ce podcast. Donc c'était lui qui m'a donné mes premiers gros remplacements. Ensuite il y avait les sages poètes de la rue. Après il y avait David Hayden, David Coezy qui m'a donné un groupe qui l'accompagnait avant qui s'appelait Monster. C'était un groupe de pop ou d'électro, je m'en rappelle plus trop. Il faisait du hip hop aussi, un groupe super cool que j'aimais bien. Par la suite du coup il y avait Vita, donc c'était pour moi le truc big, tu vois. À partir de là, c'est là où tout a commencé. T'as Lenny Kim. Lenny Kim, c'est un artiste canadien avec qui je devais partir en tournée. Rebecca Malopé, une artiste kinfre aussi. Après, il y avait Weshden. Weshden, c'est ma première grosse tournée, tu vois. Grosse tournée, c'est quand même gros, mais c'est ma première tournée où vraiment j'enchaîne les dates. Là, je suis vraiment dans un cap de préparation. Tu vois, avec l'artiste, avec les musiciens, tu vois, on part vraiment de zéro. Comment ça se passe au niveau de ta foi dans tout ça? Yes. Bonne question. Alors, ma foi, j'ai toujours ma relation avec Dieu pendant ce process-là, tu vois. Bien évidemment, je le mets au centre de tout. Tu vois, parce que c'est que de la communication, hein, tout ce qui se passe. Et je parle du principe où c'est spirituel. C'est tout ce qu'on vit. Pour moi, Dieu, il est pas fou pour donner ça à n'importe qui comme ça, tu vois. Il sait très, très bien à qui il donne. Et à toi de savoir maintenant, toi, ce que t'en fais. Tu vois, à toi de savoir ce qu'il a mis dans tes mains. Voilà, ce que t'en fais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a un rôle dans tout ça, c'est qu'est-ce qu'on en fait dehors, témoignages, comment tu te comportes, comment t'es, etc. Tu vois. Donc, je pense que le moment, il était venu pour moi de rentrer dedans, tu vois. J'avais un pied, on va dire, dans la church et un pied dans vraiment dans le taf. J'étais vraiment très focus dans le taf. Mais pourquoi j'avais un pied dans la church? Parce que moi, j'ai toujours demandé un truc à Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi, je veux pas, en tout cas... j'ai pas envie, en tout cas, paraître fake et arriver à un niveau de ma carrière. Je suis là, je t'oublie ou quoi que ce soit, tu vois, parce que je sais très bien que c'est ce truc-là que tu m'as donné, tu vois. Si je suis là aujourd'hui, c'est toi qui me l'a donné. Donc, et je l'ai même dit à ma femme et à ma famille. Je ne veux pas du tout arriver à un stade où je suis là, on commence à me dire, Yohan, il commence à faire la resta pour revenir à l'église, ou quoi que ce soit. Non, si je peux, je ne manque pas du tout le service, tu vois. Si je peux me rendre dispo le dimanche, je viens le dimanche, tu vois. Et mon rôle aussi, je pense, c'est aussi d'encourager un max de personnes à ce moment-là, parce que forcément, les gens savaient ce que je faisais dehors. Ouais, bien sûr. Donc, est-ce que le regard des gens par rapport à toi, est-ce qu'ils t'ont traité différemment? Certains, mais d'autres étaient très, très contents. Tu vois, ils étaient très, très contents. Donc, ils étaient en mode, c'est incroyable, voilà, mais moi, ça m'étonne pas. Regarde comment tu joues et tout, etc. J'étais en mode, j'étais en mode, j'ai rien fait encore pour l'instant. Ça reste quand même quelque chose d'impressionnant. Mais voilà, j'ai toujours ce truc de, voilà, garde la tête sur les épaules. C'est qu'un taf, tu vois. Demain, tout peut s'arrêter, on sait pas, tu vois. Pour le moment, t'es pas sur la big tournée ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, t'es privilégié, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ta place, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Pour le moment, c'est toi. Donc, sois le plus focus possible. Si tu peux apporter un encouragement à quelqu'un, tu l'apportes, tu vois, tout en restant vraiment
centré sur tes valeurs, sur ce que Dieu t'a donné, et puis voilà, quoi. Après, le reste, la vie suit son cours. Moi, j'étais vraiment en mode, voilà, faut que je fasse mon taf. Si on m'appelle sur d'autres trucs, je me rends dispo, mais je ne manque pas les services à la nature. Yes, ok. C'était primordial pour toi. Primordial à fond. Est-ce que tu penses, de la même façon dont tes valeurs, tout ça, ça a influencé ta manière de jouer là-bas, où t'allais jouer avec les autres artistes, dans ton comportement, tout ça? Est-ce que tu penses aussi que dans l'autre sens, le fait d'avoir connu ça, ça a influencé ta manière de jouer à l'église? Bonne question. Ouais. Aussi. Ça a influencé ma façon de jouer à la church. Parce que, tu vois, nous, le gospel, tu connais, il n'y a pas vraiment de règles en soi, tu vois. C'est certains codes, bien évidemment, à voir, mais c'est pas des règles en mode, ouais, faut absolument que tu joues comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, c'est surtout comment tu ressens le truc. Exactement, c'est très instinctif, tu vois. C'est très au ressenti, au feeling et tout. Et tu joues vraiment avec le cœur, tu vois. Ouais. Donc, et moi, ce que j'ai appris, c'est s'adapter, tu vois, sur différents styles. Quand tu joues à l'extérieur, vraiment outside, tu t'adaptes au max, tu vois, à l'artiste. C'est vraiment dehors que j'ai appris à jouer, si tu veux, moins fort. Tu vois, moins fort, c'est que la manière dont je vais taper ma snare dans une church où tout le monde va crier, quand je suis à l'extérieur, j'ai affaire à un artiste qui a des ears, donc mon coup de snare, à un moment donné, ça va l'agacer. Tu vois ce que je veux dire? Ok. On se dirait, tu joues dans une plus grosse salle, tu peux taper comme un ouf, mais en fait, non. Exactement. Ok. Exactement. Ok. Donc, c'est ça que j'ai appris vraiment à l'extérieur. Mais en effet, ça change. Ça change en tout cas d'approche. Je peux dire ça entre jouer dans le séculier et jouer à l'église, tu vois. Okay. Ton approche, elle change automatiquement. Ça m'a pas vraiment changé, on va dire, tout de suite. Ok. Tu vois, quand j'ai commencé à faire mes premières prestas, non. Bien évidemment, quand je rentrais à l'église, j'étais en mode, oh purée, je suis content de retrouver mes morceaux, je suis content de m'exprimer. Ouais. Tu vois, parce qu'il y a des trucs que tu peux pas tout faire. Ouais. Tu vois, quand t'es en fait, quand ton show, il est déjà timé, etc. Exactement. On te demande de faire tel roulement à tel moment, c'est ça qu'il faut faire. Exactement, et rien d'autre, quoi. Rien d'autre, tu vois. Ouais. Tu vas pas partir là au moment où là, il y a une adlib. Par exemple, à la church, il y a une adlib, tu peux arriver, tu pars sur un roulement, etc., pour tomber sur le prochain refrain ou quoi que ce soit. Mais là, non, tu peux pas faire ça dans un gig avec un artiste ou quoi que ce soit, il va te regarder, t'es viré tout de suite. Tu vois. Donc non, c'est une autre approche. Ok. Est-ce que c'est frustrant, du coup, le fait d'avoir toujours connu un peu cette liberté en mode je m'exprime quand je veux, je mets un roulement quand j'ai envie, je change de pattern si j'ai envie, et d'arriver dans un endroit où tout est millimétré? Est-ce qu'il y a une sorte de frustration? Pas vraiment, parce que moi, on m'a toujours appris à m'adapter. Ok. Tu vois, à l'environnement. Tu sais, moi, dans ma communauté, on m'a toujours appris à m'adapter. Ouais, tu vois cette église-là, voilà, faut jouer un peu moins fort parce que voilà, il y a pas beaucoup de gens et tout. Donc voilà, apprends à jouer comme ça, apprends à jouer un peu posé, etc. Des fois, on va te demander de jouer, vas-y, joue, exprime-toi, tu vois. Mais il y a des fois, toi-même, tu sais, tu rentres dans des churches ou des fois, même par exemple, même chez les adventistes, tu peux même pas te permettre d'en mettre une. On va te regarder en mode, mais c'est qui? Tu vois. Donc, j'ai vraiment plus, en tout cas, appris à m'adapter que ça. Donc, en vrai, ça n'a pas été très, très, très flagrant pour moi. Okay. J'ai plus appris à vivre avec, en mode, ah, ok, ça se passe comme ça, ok, pas de problème. Écoute, je prends note et let's go, tu vois, on fait le job. Et puis voilà. Beaucoup de musiciens que j'ai interviewés m'ont dit, pour eux, il n'y a pas de doute, la musique, elle est spirituelle. Et on le voit clairement à l'église. Quand tu joues, il y a vraiment quelque chose qui se passe, autant dans le physique, dans le son qui se propage, que dans l'esprit, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu retrouves sur scène? Absolument. La musique, elle est spirituelle de fou, de fou, de fou, de fou, de fou. Moi, je trouve ça fort. Déjà, juste dans la musique, aujourd'hui, un simple musicien, en tout cas, nous, principalement les musiciens de church, on sait très bien que, arrivé à un certain niveau, particulièrement les pianistes, par exemple, tu vas faire quelque chose, tu vas faire un accord, tu vas rajouter un simple pad dans ton patch qui va tout changer et qui va changer la couleur du morceau.
tu vois. Et ça va te donner tellement... En fait, ça va ouvrir ta connexion tout de suite avec la personne on va dire, ça va ouvrir ton champ de vision. Je sais pas, ça va te donner d'autres idées. Ouais, je sais pas ouais. si c'est ce que je veux dire. Bien sûr. Tu vois, ça va t'ouvrir. Moi, pareil, quand je joue, tu vois, moi, je suis très, très sensible à la zik, à tout ce qui se fait autour de moi, tu vois. Ouais. Les musiciens, la symbiose, tu vois. Si tous les musiciens arrivent à jouer ensemble et arrivent à s'écouter les uns les autres, forcément, on va avoir un simple et unique son, tu vois. Et mec, des fois, la chose la plus simple, elle a une puissance, mec, qui va donner envie de toi-même jouer différemment. Tu vois, ça va t'ouvrir beaucoup plus ça va ouvrir ton adoration. Tu vois, ton adoration, elle va être totalement différente. Tu vois, et moi, je le ressens, que ce soit à l'église, comme dans le séculier, tu vois. Par exemple, à la church, là, je t'ai pris cet exemple-là pour la church, mais quand j'ai commencé à relever mes premiers sons, c'est ouf ce que je vais dire, mais j'ai relevé un premier morceau quand je faisais une presta, je crois que c'était au Club Med. Purée, mec, là, maintenant, je commence à avoir des idées. J'ai fait une première. Ouais, j'ai fait une presta au Club Med avec Manu et tout. Et mec, on m'a fait relever un morceau qui s'appelle Is It a Crime, tu vois, de Shadé. Et mec, le morceau, il est tellement sombre, gars. Mec, ça me donnait envie de mourir, gars. Je sais pas. Bah, déjà, quand tu regardes juste les titres, tu vois. Mais gars, la façon dont la musique elle est jouée, le style le style, la couleur, les accords, la façon dont c'est joué, mec, ça te met tellement dans dans un bad mood, tu vois. Et t'as tellement l'habitude dans la church, quand tu fais des temps de ministère, quand tu joues des morceaux d'adoration, etc. Tu sais, t'as tout de suite le pad, tout de suite qu'on t'installe, les petites cymbales, etc. Donc t'as le côté un peu féerique, le côté un peu dream, le côté où voilà, tout est bleu, l'atmosphère, en fait, elle est pas la tu même. vois. Mec, quand tu passes de ça à un son avec un bad mood, un son tranchant de piano, mec, tu vois tout de suite la différence. Et moi, ça m'a mis mal à l'aise de relever ce son. J'étais tellement pas bien, gars. C'est ouf, tu vois. Et là, on n'est même pas sur sur les paroles. Tu vois ce que je veux dire? On est vraiment sur la musique. que sur la musique. Les paroles, c'est autre chose. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, il faut faire attention un peu à ce qu'on écoute parce que la musique, elle a un impact spirituel sur n'importe qui. Moi, je suis convaincu que moi, demain, je sais pas, je vais à la salle de sport, j'écoute un son pour me mettre en forme, pour me mettre dans la DA, parce que j'ai besoin de force, j'ai besoin de courage. Donc, il va me falloir quelque chose qui va motiver, qui va te... Une source de motivation. Et c'est exactement ça. Quand je suis fatigué de fou, tu vois, il y a deux choses. Soit j'ai besoin d'être réveillé et je mets un sébène de fou, un truc où vraiment, tu vois ce que je veux dire, faut que ça danse dans tous les sens. Ou soit je me mets un son un peu R&B, tu vois, good vibe, délire un peu Summer Walker et tout, etc. Je suis posé, je suis bien et tout. Et mec, c'est là que tu vois que toutes ces énergies-là, toutes ces couleurs, mec, ça impacte ton mood. Bien sûr. Tu sais, je vais même aller loin. J'étais en train de préparer la tournée Festival de Taïk. C'est ouf ce que je veux dire. On préparait la tournée Festival de Taïk et le premier morceau, il s'appelle No. Tu vois. Et en gros, l'histoire de ce morceau, c'est en gros Taïk en fait qui entame une relation avec une go et tout, et en fait durant la relation, il se rend compte qu'en fait c'était pas le bon choix. Et en fait, le refrain c'est j'aurais dû dire non. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, il écrit j'aurais dû dire non, non, non. Et il passe en boucle. Et en fait, l'intro de ce morceau, parce que du coup, faut introduire ce morceau. Donc maintenant, les choristes démarraient en mode dis non, tu dois dire non, etc. Et mec, tu sais comment ça se passe, hein, les répètes. C'est que quand tu répètes, nous, on fonctionne, on fait des résidences. Donc c'est toute la journée, on répète, tu vois, de 10h à 20h. Mais
quand tu rentres, faut toujours te mettre à jour et réécouter les répètes. Bah oui, bien sûr. Tu vois, parce que Il y a des trucs que tu fais sur l'instant, tu dis, ah ouais, ça c'est bien, faut que je le garde. Exactement. Mais il s'est passé tellement de choses, tellement d'infos que faut que Exactement. tu reprennes. Faut que tu sois focus, il faut que demain, si vous êtes amené à faire un filage, il faut que tu connaisses toutes ces parties. Ouais. Et ce qui s'est passé, mec, c'est que la veille, ou je crois le lendemain, je m'étais pris la tête avec ma femme sur un vieux truc. Ouais. Gars, ça m'a tellement saoulé. Et souvent, nous, nos embrouilles, ça peut nous remettre en question sur un truc bête. Ouais. Tu vois. Et gars, je pars en répète, je mets le filage, et j'entends, dis non, tu dois dire non. Mec, je suis dans un mood. Et je suis en mode, c'est quoi ce bordel? Et gars, plus j'écoute le morceau, tu sais, j'écoute les paroles, je me dis, mais tac, c'est un fou, gars. Mec, je stoppe l'enregistrement. Allez, littéralement, je passe sur autre chose. J'écoute un autre répertoire, rien à voir. Mais je me dis, si là, je prête attention à tout ce qu'il dit, mec, je quitte ma femme demain, gars. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça peut te pousser, en vrai, à la destruction. Ouais. Tu vois? C'est pas ce que Dieu nous demande aujourd'hui, tu vois, mais ça peut te pousser à casser, tu vois, ce que Dieu a uni. Ça peut te pousser à prendre des décisions qui ne sont pas tiennes, en vrai, finalement, bien sûr. tu vois. Ça t'influence. Ça t'influence, exactement, tu vois. Et c'est là, tout de suite, ça a été l'une des choses, là, récemment, où tout de suite, je me suis dit, mec, la musique, ça a vraiment un impact, gars. Ah, mais de ouf. Ça pas de... Pour moi, il n'y a pas de secret. Maintenant, à toi de savoir maintenant ce que t'en fais. Comment tu fais, toi, pour te protéger de ça? Parce qu'en vrai, tu choisis pas les sons que tu joues. Exactement. C'est-à-dire, on te dit, ah non, gars, c'est ça le répertoire. S'il y a dedans des sons qui te mettent dans un bad mood ou qui t'influencent dans le mauvais sens, comment toi tu fais pour rester en accord avec tes valeurs, avec ta foi, avec ce en quoi tu crois? Bah, en fait, en vérité, chaque collaboration avec lesquelles la Shamna a travaillé, elles sont toutes sans aucun cas remis à Dieu, comme je peux le dire, tu vois. À chaque fois, tu sais, je prie pour ça, tu vois, je me dis, Seigneur, que ce soit avant de jouer, tu vois, ou que ce soit avant même d'entamer le projet, je me dis, ok, Seigneur, j'ai tel projet qui m'est proposé, qu'est-ce que t'en penses? Si en vrai, tu penses que j'aurai les épaules pour en tout cas, tu vois, eh ben vas-y, let's go. Permets à ce que j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir tuer le plan et pour pouvoir faire carrière. Je peux dire ça comme ça, tu vois. Mais si tu penses que ça aura quelque chose de négatif en moi, bah permets à ce que ça se fasse pas, tout simplement. T'es prêt comme ça, du jour au lendemain, si Dieu te dit d'arrêter? Absolument. T'auras aucun regret? Aucun regret, tu vois, si c'est la volonté de Dieu, tu vois, parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, Dieu, il donne aussi aux forts. Tu vois, c'est que, tu sais, c'est écrit dans la Bible, on soit fidèle dans les petites choses. Et si dans les petites choses, t'es solide, bah, Dieu te confiera de plus grosses choses. Si à un moment donné, Dieu te donne des trucs, il voit que, bah, en fait, t'es beaucoup plus fou que ce que tu penses que je te donne ça, bah, mec, en vrai, il va tout de suite enlever parce qu'il sait que c'est pas bon pour toi, tu vois. Donc, moi, maintenant, ce que je fais, c'est que quand j'ai pas le choix, bah, je vais écouter le morceau. Si vraiment je dois le bosser, je vais l'écouter, mais je vais vraiment me concentrer sur la musique et pas sur les paroles. Ok. Tu vois. Maintenant, sur le côté technique, sur ce que je dois faire. Ouais, exactement. Tu vois. Maintenant, après, je sais très bien que tout ça, c'est du storytelling. Tu vois, je sais que bon, derrière, je connais un peu le personnage, je sais qui est Taïk, je sais derrière, on va dire chaque artiste plus ou moins sait pourquoi il sort tel morceau, tu vois. Généralement c'est poussé d'histoires vraies. Tu vois, aujourd'hui on sait que dans la société, bon, généralement, bon, dans on va dire chez des couples ça se passe souvent mal, etc. Et lui souvent il parle de faits qui sont très très réels et il en fait un morceau, tu vois. Maintenant, qu'est-ce que t'en fais maintenant de ce morceau? C'est ça la vraie question. C'est qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que t'essaies de t'en imprégner au max, ou est-ce que dans ta tête, t'es en mode, ok, ça reste une story, mais ce n'est pas mon histoire, tu vois. Maintenant, moi, je fais attention à ça. Si maintenant, j'estime que en passant par une story, j'écoute ce morceau, c'est pas ce morceau qui va me donner la réponse. Bien sûr. Tu vois, c'est Dieu ou une autre situation par lequel Dieu va passer pour t'exhorter ou pour te parler à travers telle situation, tu vois. Et te dire que, ok, ça, tu dois gérer ça comme ça, là, tu dois faire attention à ça, à ça, tu vois. Mais pas un morceau.
Tu vois. En fait, tu fais la part des choses. C'est un peu comme au cinéma. Exact. C'est pas parce que tu joues tel rôle que ça veut dire que tu es vraiment ça, en fait. Exactement. C'est l'image que toi, tu donnes publiquement. Ouais. Mais ça veut pas dire que c'est ce que tu penses ou ce en quoi tu crois. Absolument. En fait, souvent, on oublie que les gens qui sont sur scène, ils sont là pour un show. Bien sûr. Ils sont là pour raconter une histoire. Exact. Qui n'est pas forcément la leur. Exact. Qu'ils incarnent parce qu'il faut que ce soit crédible. Exact. Ça veut pas forcément dire que ce sont leur Exact. Est-ce que tu penses que c'est Dieu qui t'envoie dans ce milieu? Ouais, je pense que c'est Dieu qui m'envoie, absolument. Parce qu'on est aussi une lumière pour le monde, tu vois. Dieu il nous a, si on est tous là, on est en train de parler, c'est pour quelque chose de bien précis. La personne qui va écouter ce podcast, par exemple, elle va peut-être avoir une réponse à sa question. Ouais. Donc, on est là aussi, dans ce monde, pour apporter aussi une part de lumière. Peut-être qu'à travers mon expérience, qu'à travers ma carrière, tu vois, ma façon de voir les choses, il y a aussi l'humain aussi qui joue. Ouais. Tu vois, ma personne, tu vois, je pense que si j'avais pas le profil ou si j'étais pas quelqu'un de bien, je serais peut-être pas là. T'aurais pas eu peut-être le feeling et l'audace de dire, ah, vas-y, peut-être, Djibouti, vas-y, faudrait que peut-être que je le ramène ici, tu vois. Mais ça reste un métier qui est très, très, qui demande beaucoup, beaucoup de courage et beaucoup, beaucoup de sang-froid, tu vois, où tu dois être toi-même et tu dois faire attention. Donc, tu te dois d'être une lumière pour les personnes qui s'égarent aussi un peu. Yes, ok. Donc, moi, j'essaie vraiment, en tout cas, en tout cas, jusqu'à maintenant, Dieu m'a pas ouvertement dit, OK, change de route ou bien tu vas faire autre chose. Pour le moment, je continue à suivre mon parcours, tu vois, tout en gardant, moi, mes valeurs, mes principes. Et puis voilà, quoi. Est-ce que tu prépares déjà un après? Parce que tu le dis plusieurs fois, genre, en gros, t'es là pour un temps, tu profites un max parce que c'est ta place, c'est ton moment, etc. Yes. Mais à n'importe quel moment, ça peut s'arrêter. Yes, bien sûr. Pour des raisons X ou Y. Est-ce que tu prépares déjà un après où tu te dis, en fait, puisque ça, c'est ponctuel, même si ponctuel, ça peut durer une décennie ou 2 décennies, tu vois. Sûr. Mais est-ce que tu prépares un après? Un après, là, tout de suite, je t'avoue que non, mais j'y pense. Ok. J'y pense déjà à l'après parce que, comme j'ai dit, tout est ponctuel, hein, tout est une question de saison. Mais voilà, je sais que j'ai quelque chose de fort en moi où je pense que à travers mon parcours, pas mal de gens peuvent être édifiés, tu vois. Yes. Donc voilà, je sais que voilà, j'ai un fort appel de leadership dans ma vie. Et je sais que voilà, je ressens en tout cas ce truc-là d'aider les gens, tu vois, de voilà, les conseiller au max, tu vois, sur leur marche, sur leur non seulement leur marche avec Dieu, non seulement leur parcours aussi musical, tu vois, je suis très aussi dans ça, tu vois, faire les bons choix, tu vois, c'est important aussi de bien réfléchir, savoir ce qu'on veut, tu vois, je sais que j'ai beaucoup à apporter, tu vois, à cette génération, tu vois, donc voilà, pour le moment, en tout cas, ça va être ça. Tu vois, je sais pas vraiment comment ça va se faire, mais ça va se faire en tout cas, ce qui est sûr. Je le ressens en tout cas pleinement. De plus en plus de musiciens d'église qui se retrouvent à tes côtés ou aux côtés d'autres artistes. Yes. Il y a comme une génération de gars qui viennent de l'église. Est-ce que tu penses que on a quelque chose de particulier? Comment toi t'expliques ça? Qu'il y ait de plus en plus de chrétiens qui se retrouvent à accompagner des artistes qui sont en vue aujourd'hui. Ouais, c'est fort. J'avoue, c'est une question de fou parce que je pense que aujourd'hui on a une forte influence. Je pense que nous, les musiciens, en tout cas, d'église gospel, en tout cas, on a une forte influence. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a envie de vivre ne serait-ce qu'une fois notre vie, tu vois, se mettre ne serait-ce qu'une fois à notre place. Comme on dit, hein, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Tu vois, parce que ce qu'on vend, en vrai, c'est pas vraiment la vérité. Comment je peux dire ça? C'est que aujourd'hui, pour pouvoir être derrière un artiste, il faut beaucoup plus de choses qu'on puisse penser, tu vois. Il faut beaucoup de choses, il faut être prêt de fou, avoir beaucoup de connaissances dans le social, connaître ta place, parce que voilà, c'est pas parce que tu bosses pour un artiste que forcément t'es validé, t'as tous les droits, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Faire très très attention, être à l'heure, faut que tu puisses être
une force de proposition aussi. Tu vois, tu peux pas arriver juste comme un simple batteur. Ouais. Tu vois, faut que t'impactes aussi. Donc derrière, il y a tellement de pression. Pour moi, c'est le jour et la nuit avec la church, tu vois. Ouais. C'est vraiment le jour et la nuit avec la church. Donc derrière, pour moi, faut un très 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 gros bagage. Ouais. Tu vois, très très gros bagage, tu vois. Psychologiquement, faut être prêt parce que t'as pas derrière les personnes qui sont dans ce cadre-là, c'est pas des personnes de la church. Ouais. Tu vois, donc ça va être d'autres Il n'y comportements. a pas forcément la bienveillance de l'église où on va faire passer beaucoup de choses. Exactement. Au contraire, il faut être hyper rigoureux. Ouais. Faut créer du réseau. Absolument. Faut gérer tout ce qui est relations humaines. Aussi être ouvert. Être ouvert, ouais. Être ouvert, etc. Pas trop rester dans son coin. Parce que je sais que souvent, quand tu sors de la church, t'es en mode, ah, vas-y, bon, je suis sur une petite tournée et tout, bon, j'ai pas forcément l'habitude de parler, je vais dans mon coin, bam, écouter vite fait mes petits cultes, voilà, je sais pas, Transformation Church, un culte que j'aime bien et tout, etc. Ouais. Ah, c'est les balances, allez, hop, on y va et tout, après tu restes. Et ça peut te griller, les gens, ils vont se dire, ah, vas-y, lui, il est dans son coin. Ouais. Je pense qu'on va pas le rappeler, on va partir sur quelqu'un d'autre. Ouais. Et toi, bam, on te dit, ah, finalement, t'es pas rappelé. T'es en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Ouais. Et vice versa, tu sais, tu te poses des questions. Tu te dis, mais je sais pas ce qui se passe, tu vois. Ouais. Ou bien, des fois, c'est l'effet inverse. T'arrives, excès de zèle. Ouais. Tu rentres, ouais, ça va, quoi, les gars, bam, bam. Alors que, tranquille. Tu vois ce que je veux dire? T'arrives, tu rentres dans le tourbus, on a un départ à Bercy. Tu veux ramener toute ta famille en mode, ouais, vas-y, viens dire bonjour à. Ouais, ça, c'est mon cousin, vas-y, viens dire bonjour à l'artiste ou quoi. Ça reste quand même un lieu quand même intime pour les artistes. Tu vois, ça reste quand même, voilà, quelque chose, voilà, d'assez rapproché entre l'artiste et ses équipes. Il n'a pas forcément besoin à ce qu'il y ait des groupies derrière lui, tu vois, que sur la famille et tout, tu vois. Mais voilà. Donc ça demande de l'équilibre tout le temps, constamment. Exactement. Est-ce que tu pourrais donner un conseil à quelqu'un qui commence ou qui aimerait se lancer? Yes. Le conseil que toi, t'aurais voulu avoir à tes débuts, ce serait quoi? Ah là là. Alors déjà, le conseil que j'aurais aimé avoir depuis le début, c'est va aux États-Unis. Ouais. Non, je rigole. Mais en vrai, de vrai, pour ceux qui peuvent, en tout cas, entourez-vous déjà, premièrement, entourez-vous de personnes qui vous poussent vers le haut. Yes. Ça, c'est très, très important, l'entourage. Parce que quand t'as un entourage solide et qui te pousse vers le haut, bah, que tu peux que progresser. Yes. Même si tu le veux pas, sans le savoir, tu progresses, tu vois. C'est ça. En fait, ça peut ne serait-ce qu'être un petit pas. Mais gars, c'est une marge de progression de fou, tu vois. C'est ça. Donc, il y a un proverbe qui dit, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. C'est la même chose. Yes. Tu vois, c'est important d'avoir un très, très bon entourage. De deux, c'est vraiment de garder vraiment Dieu au centre de tout. Tu vois, c'est vraiment le conseil majeur que je peux vraiment donner parce que c'est lui qui aide, qui inspire, qui donne les idées et qui dirige en vrai, tu vois. C'est qui dirige à fond. Et derrière, c'est vraiment pratiquer au max. Vraiment pratiquer au max. Pour les musiciens, pratiquez vos instruments. Soyez humble à fond. Ça sert à rien dès que tu fais un chops, t'arrives, tu commences à bomber parce que tu fais le dernier des chops ou parce que t'es plus fort. C'est important d'être toujours dans l'écoute. Voici demain le conducteur de louange. Il aime pas comment tu joues, qu'il y a quelque chose qui le dérange, il arrive pas à rentrer dans son adoration, bah, faut t'adapter, tu vois. Pourquoi je dis ça? Parce que demain, quand tu seras amené à bosser avec une artiste du séculier ou un artiste du séculier, si lui te dit que ton jeu le dérange, tu vas t'adapter. Donc ça sert à rien de bomber, en tout cas en vrai, avec nos conducteurs de louange. On oublie généralement que c'est un parfum d'adoration qu'on donne à Dieu et que derrière, bah, on a aussi des artistes. Et que c'est pour eux qu'on est là pour les servir. Exactement, on est là pour les servir. Tu vois. Donc derrière, t'es un instrument, t'es au service du conducteur de louange, donc tu dois servir au max. C'est ça. Tu vois, d'être très très sensible. Tu vois, à ce qu'il apporte. Tu vois, ça c'est très très important. Pour lui donner les meilleures conditions pour que lui aussi donne son meilleur en fait. Exact. C'est pas genre venir t'exprimer parce que toi tu penses que c'est comme ça. En fait, t'es dans un groupe, donc faut considérer tout le monde, que tout le monde soit dans le bon état d'esprit, soit dans les bonnes conditions pour donner son max. De fou.
Donc ça aussi, et puis après le reste, vraiment être vraiment soi-même, ne pas faire semblant, ne pas vouloir essayer de ressembler à quiconque, parce que voilà, un tel est meilleur, c'est que je suis convaincu que chaque histoire est différente. Dieu, il a mis quelque chose en chacun, quelque chose de différent, tu vois. Donc faut arriver avec son flow, avec son approche, c'est ça qui nous rend authentique, tu vois, en vrai. Et voilà, après le reste, c'est voilà, d'être good vibe, d'être toujours positif. Et je sais pas si j'ai déjà parlé de la patience, mais voilà, d'être patient au max. Toute chose bonne arrive en son temps. Exactement, en son temps. Cool. Merci, gars. Yes, merci plaisir, pour tout ce partage. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Musiciens d'église. Let's go. Merci à toi d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que tu as appris des choses et que ça t'encourage à aller plus loin dans ton service. Si c'est le cas, abonne-toi, partage-le autour de toi. Et si tu veux témoigner ou me partager ton expérience, écris-moi sur Instagram, @musicien d'église. Je serai ravi d'échanger avec toi. Malheureusement, cet épisode touche à sa fin, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle conversation entre musiciens d'église.